Je m'appelle Megan Meyer. J'ai 28 ans. Je travaille dans le marketing et, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'avais été la personne que ma famille appelait chaque fois que l'argent était censé pouvoir résoudre une crise. Mais rien ne m'avait préparé à l'appel que j'ai reçu à 1h du matin. Mes parents criaient pratiquement l'un par-dessus l'autre. Envoie $50 000 maintenant. Ton frère est aux urgences. Mon estomac s'est noué. Quel hôpital, ai-je demandé. Silence. Puis mon père a lancé sèchement, quelle importance cela a-t-il? Fais simplement le virement. J'ai demandé à nouveau. Pas de nom d'hôpital, pas de médecin, pas d'explication sur ce qui était censé s'être passé. Ma mère s'est mise à pleurer et m'a dit qu'il n'y avait pas de temps pour les questions. Papa m'a ordonné d'ouvrir mon application bancaire pendant qu'il restait en ligne. Passe-le-moi au téléphone, ai-je dit. Il ne peut pas parler, a répondu papa immédiatement. C'est à ce moment-là que la peur s'est transformée en suspicion. Alors appelle ta fille préférée, ai-je dit et j'ai raccroché. 3 autres appels sont arrivés. Je les ai ignorés. Au matin, je ne savais toujours pas si je venais de me protéger d'une autre machination familiale ou si j'avais abandonné quelqu'un lors d'une véritable urgence. Puis quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. 2 officiers de police se tenaient dehors. L'un d'eux m'a regardé et a dit « Madame, nous devons discuter de l'appel que vous avez reçu la nuit dernière. » Je n'avais aucune idée que refuser un virement était sur le point de révéler un plan qui se préparait depuis des semaines. Auriez-vous envoyé l'argent? Ou est-ce que la question sans réponse sur l'hôpital vous aurait arrêté, vous aussi? Avant que je vous dise ce que les officiers ont découvert et ce qui s'est passé quand j'ai confronté ma famille, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il chez vous? Est-ce que cela correspond à votre humeur aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. L'officier le plus âgé s'est présenté comme l'officier Daniels. Son partenaire, l'officier Ramirez, a demandé s'il pouvait entrer. J'ai failli dire non, non pas parce que j'avais quelque chose à cacher, mais parce que ma famille m'avait appris à croire que chaque problème s'aggravait au moment où un étranger le voyait. L'argent restait dans la famille. Les disputes restaient dans la famille. Les mensonges étaient rebaptisés malentendus. La manipulation était appelée de l'inquiétude. Mais après la nuit précédente, j'en avais fini de protéger des situations que je ne comprenais pas. Entrez. Daniels a posé le dossier sur la table de ma cuisine. Quelqu'un vous a-t-il contacté peu après 1h ce matin pour demander $50 000? Mes parents l'ont fait. Ramirez a jeté un coup d'œil à Daniels. Vous êtes certaine que c'était eux? Je connais leur voix. Ce n'est pas exactement ce que je demande. Mon estomac s'est serré. Daniels a expliqué que le numéro qui s'affichait sur mon téléphone avait été acheminé par un service de masquage d'identité de l'appelant. Cela ne signifie pas que les voix étaient fausses, a-t-il dit rapidement. Cela signifie que quiconque a passé l'appel ne voulait apparemment pas que le numéro d'origine soit facilement traçable. Cette distinction était importante. Il ne me disait pas qu'un étranger avait cloné la voix de ma mère. Il me disait que quelqu'un avait délibérément caché d'où provenait l'appel. Pourquoi la police est-elle impliquée, ai-je demandé. Ramirez a ouvert le dossier. À environ 5h40 ce matin, un homme a contacté le service et a signalé que des membres de sa famille avaient utilisé son nom pour créer une fausse urgence médicale dans le but d'obtenir de l'argent. J'ai arrêté de respirer une seconde. Mon frère. Daniels n'a pas confirmé immédiatement. Au lieu de cela, il a demandé, son nom est-il Brian Meyer? Oui. Ramirez a fait glisser une déclaration imprimée sur la table. Brian avait signalé qu'il n'était dans aucun hôpital, n'avait vécu aucune urgence et n'avait jamais autorisé personne à demander de l'argent en son nom. Pire, il affirmait avoir des raisons de croire que mes parents planifiaient une sorte de campagne de pression financière contre moi depuis plusieurs jours. J'ai fixé la page. S'il le savait, pourquoi ne m'a-t-il pas prévenu? C'est quelque chose que vous devriez lui demander, a dit Daniels. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Aucun argent n'avait bougé. Puis j'ai ouvert mon historique d'appels. Le numéro masqué était toujours là. 3 appels manqués ont suivi après que j'ai raccroché. Puis 2 messages vocaux que je n'avais pas écoutés. Ramirez m'a demandé de ne rien supprimer.
J'ai écouté le premier message vocal sur haut-parleur. La voix de ma mère s'est fait entendre. Elle ne pleurait plus. Megan, arrête de rendre les choses difficiles. Nous n'appellerions pas si nous avions une autre option. Puis mon père, tu as l'argent. Nous savons que tu l'as. Aucune mention de mon frère. Pas d'hôpital. Pas d'urgence, juste de l'argent. Le deuxième message vocal était pire. Papa a dit, si tu te soucies de cette famille, tu régleras ça avant demain matin. Daniels m'a regardé. Vous ont-ils déjà demandé de grosses sommes auparavant? J'ai ri une fois sans humour. Puis les souvenirs sont arrivés tous en même temps. 3 000 $ pour une réparation de toiture qui est devenue en quelque sorte un acompte pour des vacances. 8 000 $ pour couvrir des frais professionnels temporaires qui n'ont jamais été remboursés. 6 000 $ quand ma mère a prétendu qu'ils pourraient perdre leur assurance, même si j'ai découvert plus tard que la police était à jour. Chaque fois que je posais des questions, je devenais la personne froide, celle qui avait réussi et qui avait oublié d'où elle venait, la fille égoïste qui accordait plus de valeur aux chiffres qu'aux gens. Et chaque fois que je cédais, la demande suivante devenait plus importante. Je me suis soudain souvenu de quelque chose que mon père avait dit 6 semaines plus tôt pendant le dîner. Tu t'en sors bien maintenant, Megan. La famille devrait en profiter quand l'un de nous réussit. À l'époque, j'avais rejeté cela comme un autre commentaire inconfortable. Assise en face de 2 officiers de police, cela sonnait différemment. Ramirez a demandé si mes parents avaient accès à mes informations financières. Plus maintenant. Puis je me suis corrigé. Du moins, je ne pense pas qu'ils en aient. Des années plus tôt, quand j'ai commencé à travailler, ma mère m'a aidé à ouvrir un compte. Ce compte avait été fermé, mais elle savait où j'avais ma banque. Mon père savait approximativement ce que je gagnais parce qu'il avait une fois ouvert un courrier qui m'était adressé pendant que je séjournais chez eux. Il savait que j'économisais pour une maison. Il savait que j'avais récemment reçu une prime de performance. 50 000 $ n'était pas un chiffre aléatoire. C'était un montant qu'il croyait que je pouvais obtenir sans me détruire complètement. Cette prise de conscience a fait plus mal que le mensonge sur l'hôpital. Ils avaient calculé ma capacité à souffrir. Mon téléphone a vibré. Un message. Brian. Je l'ai ouvert sous la table. Je vais bien. Ne crois rien de ce qu'ils te disent. Daniels a remarqué mon expression. C'est lui? J'ai hoché la tête. Un autre message est arrivé. Je suis désolé. J'aurais dû te prévenir plus tôt. Ma colère a changé de direction si rapidement que j'en ai presque eu le vertige. Mes parents avaient menti, mais Brian en savait apparemment assez pour me prévenir et était resté silencieux jusqu'à après l'appel. J'ai tapé, qu'est-ce que tu savais exactement? 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont revenus. J'ai attendu. Sa réponse est finalement arrivée. Plus que je ne le voulais. Retrouve-moi plus tard. Je t'expliquerai. J'ai posé le téléphone face contre table. Pendant des années, j'avais pensé que mon plus gros problème familial était qu'ils avaient constamment besoin d'argent. Assise là, j'ai compris le vrai problème. Ils avaient appris à tout le monde autour d'eux à participer pour me maintenir dans l'ignorance. Quand une famille exige à plusieurs reprises la confiance tout en cachant les faits, à quel moment la loyauté cesse-t-elle d'être de l'amour et commence-t-elle à devenir une permission? Avant de partir, l'officier Daniels m'a demandé si j'avais signé des documents de prêt pour mes parents récemment. Non. Les avez-vous autorisés à utiliser vos revenus sur une demande? Absolument pas. Il m'a dit que Brian avait mentionné une conversation sur un prêt impliquant mon père. Apparemment, papa avait essayé de lever des fonds rapidement et s'était plaint que son propre crédit n'était pas suffisant. Brian a dit, tes revenus ont été évoqués au point. Mon estomac s'est serré. Ramirez a suggéré que je vérifie mon crédit immédiatement. J'ai ouvert un compte de surveillance de crédit que je vérifiais rarement et j'ai trouvé une demande de renseignement officielle de Stonebridge Capital 12 jours plus tôt. Je n'avais fait aucune demande. J'ai appelé le prêteur alors que les officiers étaient encore là. Après plusieurs transferts, un représentant m'a dit que mon nom apparaissait comme co-garant proposé sur une demande de refinancement résidentiel. Quelque chose a-t-il été soumis sous mon nom, ai-je demandé. Le représentant a hésité. Un formulaire de consentement électronique semble avoir été reçu.
Je n'en ai jamais signé. Daniels m'a immédiatement dit de demander les dossiers formellement et de n'accuser personne avant que les documents ne soient sécurisés. Mais une forme terrible se dessinait déjà dans mon esprit. Les 50 000 $ n'étaient peut-être pas le plan. C'était peut-être le plan de secours après l'échec de quelque chose d'autre. J'ai appelé Brian. Il a refusé. J'ai appelé à nouveau. Megan, papa a-t-il utilisé mon nom sur un prêt? Silence. Le même silence que j'avais entendu quand j'avais demandé quel hôpital. Brian, je ne sais pas exactement ce qu'il a soumis. Depuis combien de temps sais-tu qu'il parlait de mes finances? Peut-être 2 semaines? Ma colère s'est aiguisée. 2 semaines? Je pensais qu'il ne faisait que parler. Il a dit que tes revenus pourraient renforcer cette demande. Je lui ai dit que tu ne serais jamais d'accord. Qu'a-t-il dit? Il a dit que tu n'aurais pas besoin de le savoir à moins que le prêteur ne le demande. Je me suis levé. Et tu n'as rien dit. Je ne pensais pas qu'il le ferait vraiment. Qu'est-ce que tu savais à propos de la nuit dernière? Une autre pause. Brian a admis que 3 nuits plus tôt, maman lui avait demandé s'il avait encore un vieux bracelet d'hôpital d'une visite de l'année précédente. Elle a prétendu qu'elle avait besoin des informations de l'hôpital pour des papiers. Puis la veille de l'appel, Brian a surpris papa disant qu'ils avaient besoin d'une histoire que Megan ne pourrait pas vérifier trop rapidement. Tu as entendu ça avant qu'il ne m'appelle? Oui. Et tu ne m'as pas prévenu. J'étais figé. Je comprenais exactement ce que cela signifiait. La punition de papa n'avait jamais nécessité de menaces physiques. Il retirait son approbation. Il cessait de vous parler. Il faisait en sorte que maman explique à quel point vous l'aviez déçu. Brian survivait en restant conciliant. Je survivais en payant. Pourquoi es-tu finalement allé à la police, ai-je demandé. Parce qu'après ton refus, papa m'a blâmé. Il a dit que si j'avais coopéré, tu les aurais crus. Puis maman a suggéré de réessayer avec une autre histoire. Ma colère est devenue plus froide. As-tu des preuves? J'ai enregistré une partie de leur dispute ce matin. Daniels m'a immédiatement dit d'ordonner à Brian de ne pas éditer le fichier. Puis Brian a dit, il y a autre chose. Quoi? Les 50 000 $ n'étaient en fait pas pour moi. Papa doit 46 800 $ à quelqu'un avant vendredi. Un vrai chiffre caché à l'intérieur d'une fausse urgence. Pourquoi? Il a investi de l'argent emprunté dans une affaire privée. Ça a échoué. Puis il a emprunté sur la maison pour en couvrir une partie. Et le refinancement était probablement censé les empêcher de perdre la maison. Soudain, toute l'histoire est devenue simple. Mon frère n'avait jamais été en danger. Leur crédit, leur maison et la fierté de papa étaient en danger. Ils savaient que s'ils me disaient la vérité, je pourrais dire non. Alors, ils ont fabriqué une situation où dire non me ferait me sentir monstrueuse. Avant de raccrocher, Brian a dit, je suis désolé. L'es-tu? Oui. Alors dis tout à la police. Il a promis qu'il le ferait. J'ai regardé Daniels et Ramirez. Mes parents avaient menti. Brian était resté silencieux. Des actions différentes, mais tous deux avaient exigé la même chose de ma part. L'ignorance. Si quelqu'un sait qu'un piège vous est tendu, mais reste silencieux parce que vous avertir pourrait lui coûter sa tranquillité, est-ce de la trahison ou de la peur? À midi, j'avais changé mes mots de passe bancaire, gelé mon crédit, contesté la demande de renseignement de Stonebridge et contacté une avocate nommée Rebecca Shaw. Elle m'a dit de ne pas menacer mes parents, de ne pas négocier et de ne pas supprimer un seul message. Puis Brian a textoté, retrouve-moi à l'endroit habituel. L'endroit habituel était un dîner à mi-chemin entre mon appartement et la maison de nos parents. Je suis arrivé la première et j'ai cherché d'anciens messages familiaux en attendant. Une fois que je les ai vus tous ensemble, le schéma était embarrassant. Besoin d'aide avec la facture d'électricité? Juste jusqu'à vendredi. Ne le dis pas à Brian. Il s'inquiéterait. Ton père est sous pression. Nous avons besoin de 4 000 $. La famille ne tient pas les comptes. Nous nous sommes sacrifiés pour toi. Tu es la responsable. Crise, culpabilité, urgence, paiement, silence. Répétez.
Puis j'ai trouvé un texto de papa datant de 3 mois plus tôt. Quel est le montant maximum de virement quotidien autorisé par ta banque? J'avais demandé pourquoi. Il avait répondu, juste curieux. Maintenant, je savais exactement pourquoi. Brian est arrivé, l'air épuisé. Commence par le début, ai-je dit. Il m'a raconté que l'effondrement financier de papa avait commencé près d'1 an plus tôt. Papa avait investi ses économies dans une start-up de logistique appartenant à un ancien associé. Lorsque l'entreprise a fait faillite, il a couvert les pertes avec une ligne de crédit personnel, puis une hypothèque sur la maison. Maman a finalement découvert la situation. Au lieu de le forcer à arrêter, elle s'est jointe à lui pour essayer de la couvrir. Plus d'emprunts, des taux pires, des paiements manqués. Finalement, le refinancement est devenu leur seul espoir de garder la maison. Leur propre profil financier n'était pas assez solide. C'est à ce moment-là que papa a commencé à parler de moi. Ton salaire, ton crédit, tes économies, a dit Brian. Maman était-elle au courant? Oui. Cette réponse m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Pendant des années, j'avais pensé que maman était le parent le plus doux, coincé entre papa et moi. En réalité, elle avait souvent été la personne qui faisait paraître ses exigences aimantes. Brian a posé son téléphone sur la table. Écoute. L'enregistrement a commencé avec papa. Si seulement Brian avait répondu quand nous lui avons dit de le faire, Megan l'aurait cru. Maman a répondu. Elle n'arrêtait pas de demander quel hôpital. Nous aurions dû en choisir un d'abord. Mon estomac s'est tordu. Papa a continué. Nous pouvons rappeler. Dire que l'hôpital a besoin d'un acompte. Elle a l'argent. Elle peut remplacer 50 000 $. Nous ne pouvons pas remplacer la maison. J'ai fixé Brian. Continue. Puis j'ai entendu sa voix enregistrée leur disant de ne plus utiliser son nom. Papa a répondu, tu as déjà aidé en restant silencieux. J'ai arrêté l'enregistrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Brian a finalement admis que papa lui avait dit la veille qu'ils allaient me demander de l'aide financière et lui avait ordonné de ne pas répondre si j'appelais. Il a dit qu'il ne voulait pas que je complique les choses. Et tu as accepté? Oui. Tu as vu mes messages après? Oui. Donc, tu savais que quelque chose n'allait pas. Il a baissé les yeux. Oui. J'étais furieuse, mais son honnêteté m'a empêché de perdre du temps à discuter d'excuses. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Tu ne devrais pas encore, a-t-il dit. Mais je vais tout donner à la police. Puis il m'a montré des captures d'écran que papa lui avait envoyées de la demande de refinancement. Mon nom légal était listé comme garant supplémentaire. Mon employeur et mes revenus étaient presque exacts. Un chiffre de mon numéro de téléphone avait été changé. Une signature électronique était jointe sous mon nom. Ce n'est pas la mienne. Je sais, a dit Brian. Quand il a confronté papa a prétendu que les signatures familiales n'étaient pas vraiment non autorisées si la famille prévoyait de tout rembourser. J'ai transféré chaque image à Rebecca et à l'officier Daniels. Puis j'ai créé une feuille de calcul listant chaque paiement que j'avais fait à mes parents au cours des 4 années précédentes. Le total était de 71 430 $. Brian a fixé l'écran. Je n'en avais aucune idée. Moi non plus. J'avais traité chaque demande comme une urgence distincte. Donc je n'avais jamais vu le coût total. Plus de 71 000 $. Et maintenant, ils en voulaient 50 000 de plus. Le problème n'avait jamais été un seul appel téléphonique tard dans la nuit. L'appel était simplement la première fois que leur système était devenu trop extrême pour que j'obéisse. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je vais chez eux. Megan, n'y va pas seule. Je ne prévois pas de le faire. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai regardé la signature falsifiée. Moins que ce à quoi ils s'attendent. J'ai passé assez d'années à expliquer pourquoi j'ai le droit de dire non. Rebecca a appelé avant que je quitte le dîner. Elle a expliqué que les documents contestés pourraient potentiellement impliquer une utilisation abusive d'identité, une tentative de tromperie financière ou des documents falsifiés, selon ce que les enquêteurs confirmeraient. La dette de vos parents ne devient pas votre responsabilité parce que vous partagez de l'ADN, a-t-elle dit. J'ai demandé si les confronter nuirait à l'affaire.
Ne négociez pas. Ne promettez rien de retiré. Prenez un témoin et restez calme. Brian a proposé de venir. Avant d'accepter, je lui ai posé une dernière question. Quand as-tu pensé pour la première fois que papa pourrait vraiment utiliser mes informations? Il y a 10 jours. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je savais qu'il me couperait les vivres. Papa payait une partie de l'assurance auto de Brian et l'avait aidé à trouver du travail en freelance. Plus que ça, Brian voulait toujours son approbation. Quand papa pense que je suis loyal, tout est plus facile, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Tu as échangé mon avertissement contre ta tranquillité. Oui. Si j'avais envoyé 50 000 $, j'aurais dû vivre avec. Tu dois toujours vivre avec ce qui a failli arriver. Je sais. Je ne lui ai pas pardonné. Je lui ai donné des conditions. Si nous avons une relation après ça, j'ai besoin de la vérité avant le confort. Même si papa se met en colère. Si tu mens pour les protéger à nouveau, c'est fini. D'accord. Sur le chemin de la maison de nos parents, ma jeune sœur Claire a appelé. Maman dit que tu essaies de mettre papa dans de sérieux ennuis judiciaires. Bien sûr qu'elle l'a dit. Maman t'a-t-elle dit qu'ils ont prétendu que Brian était aux urgences? Silence. Quoi? T'a-t-elle dit qu'ils ont demandé 50 000 $? Non. T'a-t-elle dit que papa a mis mon nom sur des papiers de refinancement? Un autre silence. Elle a dit qu'il y avait un malentendu à propos d'un prêt. Puis Claire a révélé quelque chose de pire. Maman lui avait dit la semaine précédente que j'avais déjà accepté d'aider nos parents, mais que je pourrais me rétracter parce que j'étais têtu. Ils avaient préparé le récit familial avant même de m'appeler. Si je payais, j'avais aidé volontairement. Si je refusais, je rompais une promesse que je n'avais jamais faite. Claire, vérifie ton crédit. Ne signe rien et ne leur envoie pas d'argent. Maman a dit que tu en as beaucoup. C'est exactement le problème. Au moment où j'ai atteint la maison, je comprenais nos rôles familiaux plus clairement que jamais. Claire recevait de l'approbation parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent à prendre. Brian recevait de l'approbation quand il restait docile. Je recevais des éloges chaque fois que ma compétence pouvait être convertie en sauvetage financier. Nous n'étions pas aimés de manière égale. Nous étions gérés différemment. Brian s'est garé derrière moi. Papa a ouvert la porte d'entrée avant que nous ne frappions. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. Une conversation. Entrez. Non. Maman est apparue derrière lui. Megan, s'il te plaît, ne fais pas de scène. J'ai presque ri. Tu m'as dit que Brian était aux urgences à 1 h du matin, mais c'est moi qui fais une scène. L'expression de papa a changé quand j'ai mentionné mon avocate. Maman a chuchoté, avocate? Ce seul mot les a effrayés plus que n'importe quelle accusation n'aurait pu le faire. Et cette réaction m'a dit qu'ils comprenaient déjà exactement jusqu'où ils étaient allés. Si votre famille répétait un mensonge, utilisez votre identité financière et préparez vos proches à vous blâmer avant même que vous ne découvriez la vérité, des excuses seraient-elles encore suffisantes? Papa est sorti et a fermé la porte. Tu réagis de manière excessive. J'ai brandi la demande de Stonebridge. Est-ce mon nom? C'était préliminaire. Est-ce censé être ma signature? Les formulaires électroniques sont différents. Vous ai-je autorisé à signer quoi que ce soit? Maman a rouvert la porte. Megan, ton père essayait de sauver la maison. Vous ai-je autorisé, l'un ou l'autre? Elle a détourné le regard. Pas de déni. Papa a croisé les bras. Rien n'était finalisé. Ils ont vérifié mon crédit. Ça ne te rend pas responsable. Vous avez soumis des informations leur faisant croire que j'acceptais de garantir votre dette. Nous allions te le dire. Brian a ri une fois derrière moi. Papa s'est tourné vers lui. C'est en partie de ta faute. Le visage de Brian s'est crispé. Non, rester silencieux était ma faute. La fausse histoire des urgences et les papiers du prêt étaient les vôtres. Papa l'a dévisagé. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Brian a dégluti mais est resté où il était. Cette phrase est la raison pour laquelle je continuais à me taire. Maman a essayé de calmer tout le monde.
Je l'ai ignoré. Pourquoi 50 000 $? Papa a hésité. Tu sais que nous avons des difficultés. Je sais que vous devez 46 800 $ avant vendredi. Maman a fixé Brian. L'expression de papa s'est durcie. Tu le lui as dit? Je l'ai dit à la police, a répondu Brian. Maman s'est agrippée au cadre de la porte. Papa s'est avancé vers lui. Tu es allé à la police pour tes propres parents? Tu as utilisé mon nom pour simuler une urgence médicale. Personne n'a été réellement blessé, a crié papa. C'est votre défense, ai-je demandé. Que Brian n'était pas vraiment en danger. Nous étions désespérés. Alors vous auriez pu appeler et dire, Megan, j'ai perdu de l'argent emprunté, mis la maison en danger, et j'ai besoin de 46 800 $. Point. Papa a répliqué sèchement. Et tu aurais dit non. Exactement. Silence. Ce seul mot a tout exposé. Ils n'ont pas menti parce qu'ils avaient peur que je ne comprenne pas. Ils ont menti parce que l'honnêteté m'aurait permis de refuser. Maman s'est mise à pleurer. Nous pensions que nous pourrions tout arranger. Tu m'as dit que Brian pouvait à peine parler. Elle a baissé les yeux. Je sais. Tu as dit que je le regretterais si je ne transférais pas l'argent. Je sais. Tu savais qu'il allait bien. Oui. Papa a essayé de mettre fin à la conversation. Nous avons fait une erreur. Non. Vous avez planifié une fausse crise médicale. Vous avez masqué le numéro. Vous avez utilisé le nom de Brian. Vous avez exigé de l'argent avant que je puisse vérifier quoi que ce soit. Puis j'ai trouvé mon nom sur vos papiers de refinancement. Ce sont de multiples décisions. Il m'a dévisagé. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses, de l'argent, rien? Cela l'a déconcerté. Alors pourquoi es-tu ici? J'ai sorti des documents de mon sac. Pour vous dire ce qui va se passer ensuite. J'ai contesté tous les formulaires portant mon nom. Mon crédit est gelé. Stonebridge a été informé que je n'ai jamais autorisé la demande. Mon avocate s'occupe de la communication future et la police a les messages vocaux, les captures d'écran et l'enregistrement de Brian. Maman a secoué la tête. S'il te plaît, nous pouvons régler ça en privé. Vous avez essayé de régler votre dette en me transformant secrètement en garantie. Nous avons dépassé le stade des réunions familiales privées. Le visage de papa s'est assombri. Tu nous laisserais vraiment perdre notre maison. Pendant des années, c'est ainsi qu'ils déplaçaient les conséquences. Leur décision devenait ma cruauté. Je n'ai pas fait l'investissement. Non. Je n'ai pas emprunté sur la maison. Non. Je n'ai pas manqué les paiements. Il n'a rien dit. Je n'ai pas falsifié mon consentement. Je n'ai pas inventé une urgence aux urgences. Si vous perdez la maison, ce n'est pas moi qui vous l'enlève. Je refuse de détruire mon avenir pour vous protéger de vos choix. Papa s'est tourné vers Brian. Dis-lui qu'elle va trop loin. Brian a secoué la tête. J'ai fini de faire ça. Alors sors de ma vie. Brian s'est figé. Papa a attendu. Cette menace l'avait contrôlé pendant des années. Finalement, Brian a dit « D'accord ». Papa a cligné des yeux. Quoi? Si être ton fils nécessite de t'aider à tromper Megan, alors d'accord, je suis dehors. Papa a crié après lui. Tu reviendras en rampant la prochaine fois que tu auras besoin de quelque chose. Brian s'est arrêté. Alors j'apprendrai à ne pas en avoir besoin. Il s'est dirigé vers sa voiture. Maman a tendu la main vers moi. J'ai reculé. S'il te plaît, ne signale pas la signature. Ça pourrait nous ruiner. Savais-tu que mon nom était utilisé? Ton père s'est occupé des papiers. Le savais-tu? Son visage s'est effondré. Oui. Alors arrête de parler comme si tu étais juste à côté. Je me suis retourné pour partir. Papa a appelé après moi. Pense à ce que tu fais à cette famille. J'ai regardé en arrière. J'ai passé des années à penser à ce que je faisais. La nuit dernière était la première fois que je demandais sérieusement ce que vous faisiez. Puis je suis parti. Les conséquences ont commencé rapidement.
Stonebridge a suspendu la demande de refinancement et a ouvert un examen de sécurité. Sans ma supposée garantie, le nouveau prêt n'a pas été débloqué. La dette privée restait due, tout comme leur hypothèque. Les enquêteurs ont reçu l'enregistrement original de Brian et ont demandé les dossiers liés au service téléphonique masqué. Claire a vérifié son propre crédit. Il était vierge, mais elle a finalement confronté maman. « As-tu menti sur le fait que Brian était aux urgences ?» Maman a essayé d'expliquer. Claire a répété la question jusqu'à ce qu'elle l'admette. « Alors Meghan ne détruit pas la famille », a dit Claire et a raccroché. L'avocat de mes parents a contacté Rebecca pour demander si j'envisagerais de retirer ma plainte s'il retirait formellement mon nom de tous les documents financiers. Ils essaient de transformer la responsabilité en négociation, m'a dit Rebecca. Je ne négocie pas. Environ un mois plus tard, les enquêteurs ont découvert que le formulaire de consentement électronique avait été soumis en utilisant une adresse électronique nouvellement créée basée sur mon nom. Les informations de récupération ont lié le compte à un téléphone associé à papa. Ce qu'il avait traité comme une simple signature électronique avait créé une piste numérique. Horodatage, information de connexion, enregistrement d'appareil. Le faux appel à l'hôpital a semblé pire une fois que l'enregistrement de Brian a prouvé que mes parents avaient discuté du mensonge délibérément. Les autorités ont finalement engagé des poursuites judiciaires liées à la tentative de manipulation financière et à l'utilisation abusive d'identité. Maman a également fait l'objet d'une enquête pour avoir participé sciemment aux faux appels d'urgence. En même temps, la protection financière qu'ils attendaient de moi a disparu. Ils ont mis la maison en vente avant que la situation hypothécaire ne se détériore davantage. Papa détestait le panneau « à vendre ». Cette maison avait toujours représenté le contrôle et le succès pour lui. Je n'ai jamais dit aux voisins ce qui s'était passé. Je n'avais pas besoin d'humilier qui que ce soit. Leur propre choix produisait déjà des conséquences. Papa a démissionné d'un poste dans une association commerciale locale alors que des questions sur l'enquête circulaient. Les gens qui lui demandaient autrefois des conseils financiers ont cessé d'appeler. Maman s'est retirée des réunions sociales où elle avait toujours décrit notre famille comme étant exceptionnellement proche. Brian a transféré son assurance auto à son propre nom, a perdu l'un des contacts professionnels de papa et a pris un travail moins impressionnant sans condition. Claire a cessé de servir de messagère à maman, et j'ai complètement cessé d'envoyer de l'argent. Pas de prêt temporaire, pas de paiement de facture, pas de virement de sauvetage. La plus grande chose que mes parents ont perdue n'était pas leur maison. C'était l'accès à mon compte bancaire, l'obéissance de Brian, la défense automatique de Claire et le système familial qui avait permis aux conséquences de descendre vers moi. Quand maman a textoté « J'espère que tu es satisfaite », j'ai répondu « Je ne vous ai pas fait vendre la maison. J'ai simplement cessé de payer pour l'empêcher. » Elle n'a jamais répondu. Quand quelqu'un perd la vie qu'il a construite parce que vous cessez enfin de le protéger de ses propres décisions, le punissez-vous ou refusez-vous simplement d'être puni à sa place? 4 mois après cet appel à 1h du matin, j'ai acheté un condo. Ce n'était pas la maison dont j'avais initialement rêvé. Les frais juridiques et la perturbation de ma vie financière ont ralenti ce plan. Mais quand j'ai signé les documents de clôture, chaque signature était la mienne. Cela importait plus que la taille. Pendant des années, mes économies ne m'avaient jamais semblé complètement miennes parce qu'une autre urgence familiale pouvait effacer des mois de progrès. Maintenant, j'avais des règles. Personne n'avait accès à mes comptes. Personne ne recevait de copies de documents financiers. Aucune demande impliquant de l'argent ne recevait de réponse immédiate. L'urgence ne me contrôlait plus. Brian m'a aidé à déménager. Notre relation n'a pas été réparée par magie, et je ne le voulais pas. La confiance reconstruite du jour au lendemain est généralement du déni. Il a dû faire ses preuves dans de petits moments. Quand papa l'a contacté pour lui demander ce que j'avais dit aux enquêteurs, Brian m'a envoyé une capture d'écran. Quand maman lui a demandé de me persuader de changer ma déclaration, il a refusé. Quand des parents ont répété l'histoire selon laquelle j'avais abandonné mes parents pendant une crise financière, Brian les a corrigés au lieu de me demander de garder le silence. Lentement, j'ai cessé de m'attendre à ce qu'ils choisissent le confort plutôt que la vérité. Claire a changé, elle aussi. Elle s'est excusée pour toutes les fois où elle avait supposé que j'aimais être la responsable. Maman disait toujours que tu étais fier que tout le monde dépende de toi. J'ai souri tristement. J'étais fier de pouvoir y survivre. Ce n'est pas la même chose.
Nos parents ont emménagé dans une location modeste après avoir vendu la maison. La plupart des profits ont disparu dans les soldes hypothécaires, la dette privée, les frais et les dépenses juridiques. Ils n'étaient pas sans abri. Ils devaient simplement vivre dans la réalité financière qu'ils avaient essayé de me transférer. Papa a finalement accepté un règlement judiciaire lié à l'affaire financière après que les procureurs ont obtenu les preuves numériques liées au faux consentement. Il a évité les pires peines, mais a fait face à une surveillance judiciaire stricte, des frais de restitution, une surveillance financière et un casier qui a nui à ses futures opportunités commerciales. Les conséquences juridiques de maman ont été moins sévères car son rôle dans les documents de prêt était plus petit, mais sa participation à l'urgence fabriquée comptait toujours. Elle a été mise en probation et a dû suivre des conseils financiers. Quand Rebecca m'a annoncé le résultat, je m'attendais à de la satisfaction. Au lieu de cela, je me sentais calme. Leurs conséquences ne m'ont pas rendu la raison que je leur avais déjà donnée. Elles n'ont pas effacé la voix de maman me disant que Brian était en danger. Elles n'ont pas changé le fait que papa avait décidé que protéger sa fierté importait plus que mon consentement. Mais les conséquences ont rendu une chose impossible. Personne ne pouvait plus appeler ça un simple malentendu. Environ 6 mois après l'appel initial, maman a demandé à me voir. J'ai accepté 30 minutes dans un café public. Elle est arrivée seule. Je suis désolée, a-t-elle dit. J'ai attendu. Je sais que ce n'est pas assez. Ce n'est pas le cas. Elle a admis qu'elle savait que papa se noyait financièrement et s'était convaincue que chaque nouveau prêt résoudrait le précédent. Elle savait que je refuserais probablement s'il me disait la vérité. Donc, mon consentement est devenu le problème, ai-je dit. Elle a baissé les yeux. Oui. Pourquoi utiliser Brian? Parce que nous savions que tu agirais plus vite si tu pensais qu'il était en danger. Vous avez utilisé quelqu'un que j'aimais pour contourner mon jugement. Oui. Il ne restait plus d'excuses. Me pardonnes-tu, a-t-elle demandé. Je ne suis pas prête à te donner le genre de pardon que tu veux. Quel genre est-ce? Le genre où je dis que tout est fini et que tu retrouves l'accès que tu avais avant. Je ne demande pas d'argent. L'accès, c'est plus que de l'argent. C'est t'appeler quand tu veux. Connaître chaque détail de ma vie, s'attendre à ce que les vacances redeviennent normales. S'attendre à ce que je protège ta réputation parce que tu t'es excusé. Elle a hoché la tête. Alors qu'est-ce que je peux avoir? Ce que tu mérites pour l'instant. Cela signifiait une conversation, peut-être une autre plus tard. Je lui ai dit que toute manipulation, mensonge, pression sur l'enquête ou tentative de blâmer Brian mettrait fin au contact à nouveau. Puis elle a posé des questions sur papa. Tu lui manques. Le fait de lui manquer n'est pas de la responsabilité. Il dit que perdre la maison l'a changé. Perdre la maison lui est arrivé. Changer est quelque chose qu'il doit faire. Nous sommes partis sans nous embrasser. Je n'ai pas promis d'appeler. Elle n'a rien demandé. Curieusement, c'était l'une des conversations les plus saines que nous ayons jamais eues. Des semaines plus tard, papa m'a envoyé un courriel. La plupart du message était défensif, mais une phrase m'a interpellé. Je n'arrêtais pas de penser que parce que tu avais plus que nous, te prendre quelque chose te ferait moins de mal qu'admettre que j'avais échoué ne m'en ferait à moi. C'était ce qui se rapprochait le plus de sa compréhension de ce qu'il avait fait. 3 jours plus tard, j'ai répondu, quand tu pourras t'excuser sans me demander d'effacer les conséquences, nous pourrons parler. Il n'a jamais répondu. Peut-être qu'un jour il le fera. Peut-être pas. Cette incertitude ne contrôle plus ma vie. Je pensais que la vengeance signifiait faire ressentir à quelqu'un la douleur qu'il vous a causée. Je ne le pense plus. Mes parents avaient passé des années à m'apprendre que l'amour signifiait absorber les conséquences des autres. Leur panique devenait mon paiement. Leurs erreurs devenaient ma responsabilité. Leur déception devenait ma culpabilité. À 1 heure du matin, ils ont poussé ce système trop loin. Ma vengeance était plus simple qu'ils ne s'y attendaient. J'ai cessé de participer. J'ai laissé le prêteur voir la fausse signature. J'ai laissé la police entendre l'enregistrement. J'ai laissé Brian décider s'il voulait la vérité ou l'approbation de papa. J'ai laissé Claire découvrir les faits sans protéger l'image de maman. J'ai laissé mes parents vendre la maison que leur propre choix avait mise en danger. J'ai laissé le processus judiciaire décider de la valeur de leurs actions.
Et j'ai gardé mes 50 000 $, non pas parce que l'argent importait plus que la famille, mais parce que le consentement importait plus que la culpabilité. La vérité importait plus que les apparences. Une relation qui ne survit que lorsqu'une personne peut être effrayée pour payer n'est pas assez saine pour être préservée sans changement. Je me soucie toujours de ma mère. Le père que je pensais avoir me manque toujours. Et les appels tard dans la nuit me serrent encore l'estomac. Mais maintenant, quand quelqu'un me dit que quelque chose est urgent, je pose des questions. Quand il se fâche parce que je pose des questions, j'en pose plus. Et chaque fois que quelqu'un dit que leur refuser quelque chose me rend égoïste, je me souviens de la seule question qui m'a sauvé 50 000 $ et a tout exposé. Quel hôpital? Il n'y avait pas eu de réponse parce qu'il n'y avait jamais eu d'urgence. Le silence m'avait tout dit. Alors si les personnes qui vous ont trahi s'excusaient enfin seulement après avoir perdu l'argent, la maison, la réputation et le contrôle qu'elles avaient autrefois sur vous, leur pardonneriez-vous? Ou décideriez-vous que certaines conséquences doivent demeurer pour que la même leçon n'ait jamais besoin d'être enseignée 2 fois? Nous espérons que cette histoire vous a apporté émotion, suspense et un message utile. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation. Nous espérons qu'elle vous rappelle que le respect de soi commence souvent par une décision que personne d'autre ne comprend au début. Vous pouvez paraître froid aux yeux des gens qui n'ont jamais vu combien il vous a coûté de rester au chaud pour eux.